Bienvenue, l'Amérique latine. C'est une terre de paradoxes. Vraiment. D'un côté, un continent aux ressources naturelles quasi illimitées. De l'autre, une histoire économique qui ressemble à une suite sans fin de crises. C'est cette promesse d'émergence toujours là, mais comme constamment freinée, où chaque grand pas en avant semble suivi d'un retour en arrière. La question est donc là, posée, évidente. Comment une région si riche peut-elle être aussi fragile? Pourquoi est-ce que, malgré toutes les stratégies et tous les efforts, ce schéma de la crise semble se répéter encore et encore? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Pour comprendre cette dynamique, il y a une métaphore, trouvée par l'économiste Javier Santiso, qui est juste parfaite. Une valse des paradigmes. L'histoire économique de l'Amérique latine, ce n'est pas une ligne droite, pas du tout. C'est une danse, une valse où la région passe d'un modèle économique à l'autre, souvent de manière brutale, en réaction à la crise du modèle précédent. Et attention, cette valse, elle ne commence pas au XXe siècle. Non, non. Ses racines, elles sont bien plus profondes, elles plongent directement dans l'ère coloniale. Les tout premiers pas de danse économique de la région ont été dictés par cet héritage. Ce premier modèle, c'est celui de l'agro-mini exportateur. Le but est très simple, extraire et exporter. L'argent du Pérou, le sucre du Brésil, tout est pensé pour servir les métropoles en Europe. Même les infrastructures, comme les chemins de fer, ne sont pas faites pour unifier le pays, mais juste pour amener les richesses vers les ports. Ce système a vraiment gravé dans le marbre deux choses, une dépendance totale à la demande étrangère et des inégalités extrêmes. Mais voilà, un modèle aussi tourné vers l'extérieur, c'est incroyablement fragile. Et quand la Grande Dépression frappe, dans les années 30, la demande en Europe et aux États-Unis s'effondre. Les prix des matières premières s'écroulent, plus de rentrée d'argent, le modèle est cassé, la musique s'arrête net. Face à cet effondrement, il faut bien inventer un nouveau pas de danse. C'est le premier grand pivot stratégique de l'histoire de la région. La logique est simple. Si le monde extérieur n'achète plus nos produits, eh bien on va produire pour nous-mêmes. C'est le début du grand virage vers l'intérieur. Le contraste entre les deux modèles est radical. On passe d'une économie ouverte, basée sur le libre-échange, à une économie fermée, tournée vers l'intérieur. C'est la fameuse stratégie de l'industrialisation par substitution aux importations, l'ISI. L'idée, c'est de mettre des barrières douanières pour protéger ces industries, pour qu'elles puissent produire localement ce qu'on importait avant. Et au début, ça marche. Ça marche même très, très bien. Ce chiffre de 6,8%, il parle de lui-même. C'est la croissance annuelle du secteur manufacturier entre 1960 et 1973. Des pays comme le Brésil ou le Mexique deviennent de vraies puissances semi-industrialisées. C'est un décollage impressionnant, piloté par un État très fort. Mais ce succès a un prix, bien sûr. Protégées de la concurrence, les nouvelles industries sont souvent peu efficaces. L'État devient énorme, ce qui favorise la corruption. Et surtout, cette stratégie coûte très très cher. Pour financer tout ça, pour importer les machines dont on a besoin, les États doivent s'endetter massivement à l'étranger. Et c'est là que le piège se referme. Dans les années 70, l'argent du pétrole coule à flot. Les banques prêtent facilement. Tout le monde s'endette. Mais en 1979, pour combattre leur propre inflation, les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt d'un coup. Pour l'Amérique latine, dont la dette est en dollars, c'est une catastrophe. Le coût du remboursement explose. Une nouvelle crise, encore plus grave, commence. La crise de la dette des années 80 est un véritable électrochoc. Alors le balancier de Laval se repart, mais cette fois-ci violemment dans la direction opposée. Fini l'État protecteur. Place à une véritable thérapie de choc, un nouveau paradigme imposé de l'extérieur. Ce nouveau modèle a un nom, le consensus de Washington. C'est une recette assez simple en fait. Austérité budgétaire, privatisation de tout ce qui est public et ouverture totale au commerce et aux capitaux étrangers. L'objectif numéro 1, restaurer la confiance des marchés. Le problème, c'est que les résultats ont été très mitigés. D'un côté, oui, ça a permis de calmer une inflation qui était devenue folle. Mais de l'autre, ça a fait exploser les inégalités et ça a créé une nouvelle forme de dépendance. Cette fois non plus aux matières premières, mais à la volatilité des capitaux étrangers. L'exemple parfait de ce nouveau danger, c'est la crise tequila au Mexique en 1994. D'un seul coup, les investisseurs étrangers paniquent et retirent leur argent massivement. L'économie s'effondre en quelques jours, non pas à cause d'un problème de production, mais juste à cause d'une perte de confiance des marchés. Au début des années 2000, un nouvel acteur mondial entre sur la piste et change complètement la musique de la valse. Cet acteur, c'est la Chine. Son arrivée fulgurante va offrir à l'Amérique latine un nouveau partenaire. Mais la question se pose, est-ce pour une nouvelle danse ou juste une répétition de l'ancienne ? Ce graphique, il montre un vrai bouleversement.
En moins de 20 ans, la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial de la région, passant devant l'Union européenne. Pour de pays comme le Brésil ou le Chili, elle est même passée numéro 1. L'appétit de l'usine du monde pour les matières premières semble être une occasion en or. Mais quel genre d'échange? Eh bien, pour l'essentiel, l'Amérique latine exporte des matières premières brutes, des produits agricoles, et importe des biens manufacturés chinois. Ça ne rappelle rien? C'est un retour spectaculaire au rôle de simple fournisseur de ressources. On appelle ça la reprimarisation de l'économie. Pendant un temps, cette nouvelle danse a l'air de fonctionner. Les prix des matières premières flambent dans les années 2000, tirés par la Chine. Ça génère des revenus colossaux. Les gouvernements de gauche de la vague rose utilisent cet argent pour financer des programmes sociaux, réduire la pauvreté, et la croissance est au rendez-vous. Sauf que la dépendance reste la même. Quand l'économie chinoise ralentit un peu après 2014 et que les prix des matières premières chutent, c'est le retour de la crise. Le Brésil, l'Argentine, tout le monde plonge en récession. La valse recommence, et ça prouve que ce nouveau modèle est tout aussi fragile face aux chocs externes que le tout premier modèle colonial. Toute cette histoire, cette valse incessante entre des modèles opposés, ça nous amène à un diagnostic final. Au-delà des crises et des choix politiques, il y a un problème de fond, un problème structurel qui explique pourquoi la région semble prise au piège. Les économistes appellent ça le piège du revenu intermédiaire. En gros, les pays de la région ont réussi à sortir de la grande pauvreté. Mais maintenant, ils sont coincés. Ils sont trop chers pour concurrencer les pays à bas salaire, comme en Asie, mais ils n'ont pas la technologie pour rivaliser avec les économies les plus avancées. Et ce tableau en montre une des raisons principales. Pour sortir de ce piège, il faut investir. Investir massivement dans le savoir, dans la recherche et le développement. Or, on voit bien qu'à part le Brésil, qui fait un effort, la région y consacre au moins d'1% de sa richesse. C'est un sous-investissement chronique qui empêche de monter en gamme. Au fond, toute cette histoire se résume à ce cycle. Un cycle qui se répète sans arrêt. On s'appuie sur les matières premières, on profite d'un boom euphorique quand les prix sont hauts, on subit une crise terrible quand ils chutent, on adopte alors un nouveau modèle en réaction qui, bien souvent, finit par nous ramener au point de départ. La valse continue. Alors la question qui reste, après 2 siècles de cette valse économique, c'est celle-ci. Est-ce que la région peut enfin briser ce cycle? Est-ce qu'elle peut enfin transformer cette immense richesse de son sol en un développement stable et durable pour que ces ressources deviennent une bonne fois pour toutes une bénédiction et non plus une malédiction?